grand événement. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Reda Sadki, je vous parle depuis Genève en Suisse, au siège de l'Organisation mondiale de la santé, et je vous souhaite très chaleureusement bienvenue depuis donc pour ce premier événement d'une série de webinaires, donc des séminaires en ligne pour réduire les inégalités et améliorer la couverture vaccinale. Bonjour à Kaditya Fofana, à Franck Monga, à Wayne Goimukimbi, à Yosia Dessou, à Jaurès, Churchill Rabamalantena, Confido Thierry, Serge Tankaono. Je les salue parce qu'ils viennent de se présenter dans la fenêtre du chat et je vous invite à faire de même. Donc nous sommes ici aujourd'hui avec Blanche Philomène Melanga, Anya Daisy Trovada et Laura Nick Locklane, donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui vont ensemble présenter ce webinaire. Très simplement, le programme donc scolaire de l'OMS propose cette série de webinaires pour réduire les occasions manquées de vaccination, renforcer la vaccination au cours de la deuxième année de vie et intégrer la vaccination tout au long de la vie. Et enfin, on regardera également dans un webinaire cette question de vaccination en milieu urbain et autres stratégies ciblées pour réduire les inégalités. Donc, si vous êtes ici, vous avez bien sûr réussi à vous enregistrer. Maintenant, on va vous donner un aperçu donc, du calendrier de l'ensemble des webinaires. Le premier aujourd'hui donc sur cette thématique de travailler ensemble sur l'intégration des services de vaccination tout au long de la vie. Et donc, notre présentatrice principale sera Daisy Trovoada. Bonjour Daisy et bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour Reda, bonjour à tous les participants. Je vais bien, merci. Merci. Et est-ce que vous pouvez vous présenter donc, pour les participants aujourd'hui dans la salle? Oui, bien sûr. Je m'appelle donc Daisy Trovoada, je suis pédiatre néonatologiste. Je travaille à l'OMS, la région Afro. Je couvre les programmes de santé de l'enfant et de l'adolescent de la sous-région de l'Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, donc, il s'agit d'un webinaire interactif. Vous avez donc la possibilité de non seulement poser les questions qui vous intéressent, mais aussi donc de les commenter et surtout de voter pour les questions auxquelles vous souhaitez avoir une réponse de la part de Daisy Trovoada et des autres experts réunis. Donc c'est très important, regardez bien cette diapositive. Vous voyez donc si vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette, vous cherchez le petit bouton en français Q et R, questions et réponses, et lorsque vous tapez dessus avec votre doigt, ou c'est pareil avec votre souris si vous êtes sur votre PC, vous voyez apparaître donc une fenêtre qui vous permet de préparer, donc de taper votre question pour ensuite l'envoyer. Et après, donc dans ce même onglet, vous pouvez également donc voir toutes les questions affichées. Pour l'instant, personne n'a encore posé de questions, mais je sais que cela ne saurait tarder. Vous pouvez même poser une question de manière anonyme et surtout avec le petit pouce gris. Lorsque vous tapez dessus, il s'allume, il s'active et cela signifie un vote pour la question à partir à côté de laquelle le pouce apparaît. Donc vous pouvez commenter et surtout voter pour les questions puisqu'on répondra aux questions qui recueilleront plus de 20 réponses. Donc la première question très souvent c'est peut-on avoir les diapositives de la présentation? Donc la réponse est oui, évidemment. Il s'agit donc de ressources ouvertes préparées par des experts sujets de l'OMS. Je vois par contre que le lien qui s'affiche ici n'est pas le bon, donc je vais vite le corriger dans les diapositives. Voilà, et donc le partager également avec les apprenants.
Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions et surtout, vous pouvez d'ores et déjà donc accéder aux ressources de ce webinaire. Avant donc de passer à la présentation de Daisy Trovoada, je vais demander donc d'abord à Blanche Philomène Melanga Ania et ensuite à Laura Nick Locklane de se présenter. Bonjour Reda, bonjour à tous les participants. Je suis Blanche Ania. Je travaille pour le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, mais actuellement je suis au Niger. Je suis ravi d'être avec vous pour ces webinaires et on va essayer de partager l'expérience que nous avons dans ce domaine. Merci. Merci Blanche. Laura Nick Locklane, donc du siège de l'OMS à Genève. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Nick Locklane. Comme Fred a dit, je travaille à l'OMS Genève, mais je ne suis pas présentateur aujourd'hui, je suis ici juste pour support. Bonne chance à tous et merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. Merci donc à toutes les trois, également avec moi bien sûr de l'équipe scolaire, Alain Blaise Tatsinkou et Palen Faudraman. Donc merci d'être avec nous pour assurer la facilitation de cette séance. Alors je vais maintenant arrêter de partager mon écran et ce sera donc à Daisy Trovoada de partager son écran et d'entamer donc la présentation qui est un peu la pièce de résistance. On vous invite bien sûr tout au long de la présentation. Je remercie Yaoladou qui a posé une question. Qui a dit salut à toute l'équipe, mais l'outil questions-réponses est vraiment destiné à recueillir vos questions. Donc salut Yahoo, mais attention à faire bon usage de l'outil questions-réponses. Daisy, est-ce que vous êtes en mesure donc de partager votre écran? Je pense. Et pour tous ceux qui ont des difficultés de connexion, qui essayent de trouver un peu le bouton, qui essayent d'ajuster leur micro, leurs écouteurs, c'est normal. Cela fait partie de ces merveilleux nouveaux outils, mais on y arrive toujours comme Daisy Trovoada vient de le faire avec sa présentation. Donc c'est à vous, Daisy, on vous écoute. Merci beaucoup Reda. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette session. Je vais m'efforcer de partager mon expérience, mais je vais surtout vous présenter le nouveau guide de l'OMS dont le titre est Travailler ensemble. Donc, je vais vous présenter le contenu. Travailler ensemble, on va parler de la vaccination au long de la vie, l'intégration dans les programmes de vaccination, mais aussi on va voir quels sont les enseignements pour la mise en œuvre, les potentiels avantages et risques. Et enfin, Blanche vous parlera de la planification lors de la conception d'un projet d'intégration, quels conseils et les références utiles que vous pourrez avoir. Alors, elle est comme ça. Ok, donc je suppose que vous connaissez ce guide. Comme le nom l'indique, donc il s'appelle Travailler ensemble. C'est un guide de ressources pour l'intégration, mais surtout l'intéressant dans cet outil, c'est qu'il contient des informations clés qui résument donc les connaissances actuelles, ce dont on dispose en termes de données probantes. Et il fournit aussi des conseils sur l'intégration de la vaccination à d'autres interventions de santé. Le but est de renforcer donc les services, les systèmes de santé. L'autre chose que vous pourrez trouver aussi dans ce guide, c'est tout ce qui tient lieu ou qui pourrait vous aider au moment de la planification des services intégrés. Alors, à qui se destine ce guide? Principalement les gestionnaires des programmes nationaux de vaccination, mais aussi les programmes de la santé de la mère et de l'enfant et de l'adolescent et tout autre programme connexe.
Il peut être aussi utile aux décideurs, hein, les partenaires mondiaux au niveau régional ou national, et tous ceux qui travaillent en fait dans la conception, mise en œuvre, suivi, évaluation des programmes et des projets. Alors, sur cette diapositive, vous avez la table des matières. Donc, vous avez une partie introduction. Pardon. Ensuite, on va vous parler un peu des systèmes d'intégration. Vous avez une partie qui traite de la planification, comme je vous ai dit, les avantages et les risques des programmes intégrés. Ensuite, vous aurez le suivi et évaluation des programmes. Et vous avez une partie avec des références et des annexes. Ce qui est important dans ces annexes, c'est qu'elle vous fournit donc des renseignements clés sur la prestation des services intégrés et vous aurez différents exemples. Et pour chaque type de service, en fait, va vous donner des recommandations de l'OMS. Quels sont les liens qui peuvent être établis avec la vaccination, un résumé des expériences documentées, et aussi des considérations à prendre pour l'intégration des vaccins. Donc, vous avez différents services que vous pourrez voir sur votre droite. Donc, les plateformes de nutrition, de paludisme, la santé maternelle, le VIH, etc. Ça va ou je vais trop vite? Eh bien, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas pour l'instant, personne n'a encore déposé de questions. Alors, sauf pour Confido Thierry Serge qui demande le lien pour télécharger ce guide. Donc, toutes les ressources donc, seront disponibles via le lien partagé par Alain Blaise Tatsinkou dans le chat et disponible donc, dans les diapositives une fois que vous y aurez accédé. Mais c'est tout ce que nous avons comme question. Pour l'instant, les participants, qui sont très très nombreux aujourd'hui, attendent sans doute de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, merci. Donc, on va voir maintenant la vaccination au long du cycle de la vie. Alors, cette diapositive résume un peu l'historique du programme élargi de vaccination, que je pense que vous connaissez mieux que moi. Donc, ici, vous avez toute la série des vaccins qui ont été développés au fil des ans. Mais ceci pour vous dire que en 1974, on avait environ 6 antigènes disponibles. C'est plus ou moins qu'on a commencé le programme de la vaccination. Et dire que ça a évolué. Et aujourd'hui, donc là on est en 2019, on se retrouve avec plus ou moins 12 antigènes recommandés par l'OMS. Alors, vous avez ceux qui sont, recommandés pour tous, et vous en avez qui sont plus spécifiques à certaines régions ou certaines populations à risque. Je parlerai par exemple de la dengue qui n'est pas forcément partout, ou encore le vaccin du paludisme. Ici, dans ce tableau, vous avez résumé les antigènes qui sont distribués au long du cycle de la vie, donc en fonction des âges cibles. Et la dernière colonne vous montre quelles sont les considérations par rapport à la vaccination. Alors, initialement, c'était plutôt les enfants, les petits nourrissons qui étaient disponibles, ou qui étaient ciblés plutôt. Et au fur et à mesure… Excusez-moi, Daisy, je m'excuse de vous interrompre, mais je vais vous demander si vous pouvez vous rapprocher de votre micro et parler plus fort. On a un tout petit peu de mal à vous entendre. D'accord, donc je vais parler plus fort. Merci beaucoup. Oui, alors comme je disais, au départ, les vaccins ciblaient surtout les nourrissons, et au fil des ans, donc en fait, les cibles se sont élargies, donc on a considéré les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes.
Donc aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on a des vaccins destinés depuis la naissance jusqu'à un âge plus avancé. Je parle par exemple du 3e âge. Je ne sais pas dans quelle mesure dans notre région on adresse déjà les populations du 3e âge avec la vaccination, mais je pense que ça ne saurait tarder. Alors, ici encore, c'est la suite. Hein. Donc, vous avez les antigènes, les enfants, les adolescents et les adultes. Plus spécifiquement, donc ce dont je parlais tout à l'heure, vous avez des vaccins qui sont recommandés dans certaines régions et pas dans d'autres. Je vais parler par exemple de l'encéphalite japonaise. On ne vaccine pas contre ça dans notre sous-région. Par contre, la fièvre jaune, oui. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres vaccins qui sont dans des populations, dans des zones où il y a des populations à risque. Je parlerai par exemple du choléra ou encore d'autres. Alors, ici, c'est pour vous parler un peu des plateformes. D'accord. Alors ici, vous avez les plateformes, les différentes plateformes disponibles au long du cycle de la vie. Et en fait, elles constituent un moyen utile de regrouper les populations pour la distribution des vaccins et des autres interventions. Daisy, je suis vraiment désolé, mais on a encore des apprenants, des participants qui nous disent qu'ils ont du mal à Ne vous vous entendez entendre. pas? Voilà, si vous pouvez vraiment parler comme si vous étiez devant un parterre avec plusieurs centaines de personnes, c'est effectivement le cas, simplement vous ne pouvez pas les voir, mais avec de la voix, on en sera reconnaissant. Merci. D'accord, alors là, vous avez les plateformes pour lesquelles on peut donc offrir les services de vaccination et la possibilité d'intégrer d'autres interventions. Alors, vous pouvez voir, là, vous avez par exemple les femmes enceintes, les nouveau-nés, les nourrissons. Vous avez les enfants jusqu'à au-delà de la 2e année de vie. Ensuite, vous avez l'âge scolaire et les adolescents, les adultes et les personnes plus âgées. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'utiliser donc ces plateformes, ça renforce l'efficacité de la prestation des services. Par exemple, récemment, plusieurs pays dans notre sous-région ont introduit le vaccin contre le papillomavirus. D'accord? Et c'est un vaccin que l'on donne normalement à l'adolescence. Alors, ça a été une opportunité de voir de quelle façon on pouvait utiliser l'opportunité de cette vaccination pour pouvoir offrir d'autres services aux adolescents. Hein? Et ainsi, bon, différents pays ont adopté d'intégrer des interventions pour les adolescents qui habituellement ne fréquentent pas forcément les structures sanitaires. Ce qu'on recommande aussi, c'est que chaque pays doivent déterminer dans leur propre groupe en fonction des besoins et du contexte. Hein, tous les pays ne vont pas forcément intégrer les mêmes services au groupe. Donc, il faut vraiment avoir conscience comment est-ce que est notre contexte et qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus à offrir aux populations, aux groupes cibles. Alors ici, c'est pour montrer un exemple de plateforme lorsqu'on peut administrer non seulement la vaccination, mais offrir d'autres interventions. Donc, sur cette première ligne, vous avez les vaccins et ici en haut du petit carré blanc, ce sont les groupes cibles. Alors, un exemple tout simple, vous avez la femme enceinte. Et la femme enceinte, vous savez qu'elle doit faire des
les consultations prénatales. Et l'un des vaccins qu'on offre pendant la consultation prénatale, c'est l'antitétanique. Mais lorsque la dame se présente donc à sa consultation prénatale, on peut lui offrir d'autres services, notamment des questions de nutrition, d'accord, par rapport aux conseils diététiques. On peut aussi, souvent, on offre la moustiquaire et on administre le traitement préventif contre le paludisme. Dans certains pays, on offre aussi, comment on appelle ça, le déparasitant. Hein. Vous avez des services de planification familiale. Vous pouvez offrir aussi le test et le traitement contre le VIH. Pour chaque groupe d'âge, vous pouvez, en plus de la vaccination, offrir d'autres. OK. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus par rapport à l'intégration? Daisy Trovoada, oui. Nous avons déjà oui. un certain nombre de questions. Et du coup, et on a aussi, il y a eu aussi une petite défaillance au niveau du son que d'autres. Donc, on n'a pas pu entendre vos dernières phrases. On va se tourner vers les questions, si vous voulez bien, avec une question d'Abdul Nassirou Semdé. Alors, elle n'a pas recueilli les 20 votes requis, mais on va quand même entrer dans le vif du sujet, qui demande donc pourquoi ici parle-t-on d'intégration tout au long de la vie des services de vaccination, quand on sait que couramment dans nos pays, on parle de calendrier pour la cible de vaccination. OK. Alors, si j'ai bien compris la question, on parle d'intégration dans la mesure où, lorsque on a un patient qui se présente pour un acte de vaccination, d'accord, on utilise cette opportunité pour lui offrir d'autres services. C'est-à-dire, la personne qui vient pour la vaccination, on va pouvoir lui offrir, par exemple, si je parle d'un enfant, on va pouvoir lui donner de la vitamine A, on va pouvoir lui donner un vermifuge, on va pouvoir lui offrir à son accompagnateur des conseils, par exemple. Un autre exemple, on sait que, par exemple, les adolescents ne fréquentent pas les structures sanitaires. Hein, et on a souvent beaucoup de mal à les atteindre avec des interventions de santé. En introduisant le vaccin contre le virus, le papillomavirus humain, ça a été une opportunité de pouvoir offrir, à part la vaccination, toute une gamme de services pour les adolescents pour lesquels, en fait, ils n'auraient pas bénéficié si on ne les avait pas pu avoir avec la vaccination. C'est dans ce sens-là qu'on parle donc d'intégration des services par rapport à la prestation des services. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, merci Daisy. On va se tourner vers Abdul Nassirou Semdé, qui est donc bien sûr dans la salle. Abdul, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Est-ce que Daisy Trovoada a répondu à votre question? Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à poser celle-ci? Abdul, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Peut-être que nous. Donc, on présumera en bien qu'il a été satisfait par la réponse. Abdul Nassirou Semdé. OK, donc poursuivons. C'est à vous, Daisy Trovoada. On reprendra donc avec d'autres questions. Je rappelle pour les participants maintenant nous avons déjà une dizaine de questions, de bien vouloir voter pour les questions qui vous intéressent le plus, parce que c'est à partir en principe de 20 votes
qu'on se tournera vers Daisy et les autres experts ici présents pour répondre à la question qui aura reçu le nombre de votes requis. Je demande aussi aux participants de ne pas utiliser l'outil questions-réponses pour faire des commentaires, même si on apprécie toujours le retour. Merci pour le volume ou son OK maintenant. Ce n'est pas le but de l'outil questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat pour cela. Voilà, merci. C'est de retour vers vous, Daisy. Merci Reda. L'autre aspect que j'ai peut-être pas abordé, c'était par rapport, la personne a parlé du calendrier. Alors, les calendriers, c'est vrai, les calendriers de vaccination qu'on voit couramment dans notre sous-région, comment pourrais-je dire, ne mentionnent peut-être pas la gamme de services qui peut être offerte. Et souvent, les calendriers, on les voit, ils ne couvrent pas tout le cycle de la vie, en fait. Donc, c'est peut-être par rapport à ça que la personne qui a posé la question voulait des éclaircissements. Alors, c'est une nouvelle approche. C'est pour ça qu'on est là. La nouvelle approche, c'est qu'on puisse offrir une série de vaccins à différentes cibles. Et au moment où on va offrir ces vaccins, on va en profiter pour offrir une gamme de services. D'accord? Sans cela, en fait, on ne pourrait pas, et on va en parler tout à l'heure, on ne pourrait pas augmenter en fait nos couvertures de toutes les interventions qui sont recommandées en fonction des différents groupes d'âge. Donc, je vais avancer. Merci Daisy. Un dernier rappel, oui, nous sommes donc à la 26e minute et il nous reste donc en fait 27 maintenant, donc 33 minutes pour ce webinaire. Merci. D'accord, je vais y aller. Alors, on va parler donc de l'intégration de la vaccination. Peut-être que je poserai la question tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc, j'invite les participants à répondre dans le chat sur cette question. Donc, avez-vous de l'expérience dans le domaine de la santé au-delà de la vaccination? Et avez-vous de l'expérience, voilà, si oui, dans quel domaine? C'était un petit peu le sens de cette diapositive pour permettre aux participants de répondre dans le chat. Intégration, ben, qu'est-ce qu'on entend par intégration? C'est vrai qu'il y a différentes définitions. Mais en fait, la définition retenue par l'OMS, hein, c'est une définition qui date de 2008, c'est la gestion et la prestation des services de santé pour que donc les clients reçoivent de façon continue des services préventifs curatifs en fonction de leurs besoins, donc au fil du temps et à différents niveaux du système de santé. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration, c'est plus un ensemble plutôt que des pôles qui ne sont, comment dirais-je, qui sont opposés. Hein, il faut le voir comme ça. Alors, cette intégration, elle est reflétée dans différents documents clés. Donc là, on parle du plan global de vaccination, où l'intégration est en fait le quatrième des 6 principes directeurs. D'accord. Et donc, il met l'accent sur le fait que la prestation des services de vaccination doit servir de plateforme, doit continuer à servir de plateforme pour les autres interventions prioritaires de santé publique. D'accord? Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple. On offre les vaccins à un enfant d'1 an et au-delà. Et par contre, on lui donne aussi la vitamine A, la supplémentation en vitamine A, et on lui donne aussi, par exemple, un anti-helmintique. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais par contre, hein, l'inverse aussi est vrai.
C'est-à-dire que chaque programme prioritaire devrait servir de plateforme pour la vaccination. C'est-à-dire, à chaque fois que l'enfant va aller à la formation sanitaire, au centre de santé, on doit systématiquement vérifier son carnet de santé et voir s'il lui manque des vaccins ou pas. S'il y a des vaccins qui sont en manque, donc c'est l'opportunité pour pouvoir vacciner cet enfant avant qu'il reparte chez lui. L'autre chose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et là je prenais l'exemple du HPV, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va introduire de nouveaux vaccins, en fait, en fonction du groupe d'âge, on va regarder qu'est-ce qu'on peut, en plus de la vaccination, offrir comme service. D'accord? Et ça s'est vu tout récemment avec la vaccination pour les adolescents. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un menu standard que tous les pays doivent adopter, mais chaque pays doit voir, en fonction de ses besoins et de son contexte, qu'est-ce qu'il va pouvoir intégrer au mieux pour avoir donc le bénéfice maximum. Alors, ça, c'est l'intégration. Donc, je vous disais, l'intégration se vérifie donc, en différents plans et politiques. Ce qu'il faut comprendre au niveau des objectifs de développement durable, c'est-à-dire que ces 17 objectifs qui ont été dessinés, en fait, pardon, ils visent donc à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés et pour qu'on puisse avoir un avenir, on parle d'un avenir meilleur et durable pour tous. Et l'important dans ces ODD, c'est qu'ils sont quelque part on parle qu'ils sont interconnectés ou ils sont liés en quelque sorte. Et l'objectif de développement durable est celui de la santé. Et il stipule qu'il faut permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tous les âges. Mais pour qu'on puisse y arriver, en fait, il faut tenir compte de la cible principale, qui est la cible de la couverture universelle. C'est la cible 3.8. En fait, si on arrive à atteindre cette cible, on pourra donc quelque part, on ira réaliser ou permettre à l'atteinte des autres cibles. Mais évidemment, ça nécessite des efforts, ça nécessite une très bonne coordination parce que bon, ce n'est pas que la santé, mais c'est les autres secteurs. Donc, il faut qu'on puisse réellement interagir et coordonner pour avoir des actions qui puissent en fait nous amener à la couverture universelle. Pardon. Ici, c'est pour vous montrer en fait que pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'il fallait intégrer la vaccination à d'autres interventions. C'est, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, là où on a des taux de couverture élevés et c'est essentiellement le programme de vaccination. Et donc, on a pensé, les programmes de vaccination ont des couvertures relativement élevées par rapport à d'autres. Donc, si on intègre à la vaccination d'autres interventions, eh ben, probablement qu'on aura une meilleure couverture. Donc, ça a été un peu, comment dirais-je, ce qui nous a amené à promouvoir cet abordage. Alors, l'intégration, ça peut aussi réduire les occasions manquées de vaccination. Comme je vous expliquais tout à l'heure, un enfant qui se présente à la formation sanitaire, par exemple, parce que sa maman va contrôler son poids, au moment où l'agent de santé va regarder s'il a pris du poids, il faudra automatiquement qu'il regarde si cet enfant a tous ses vaccins.
Un enfant qui est malade, qui se présente à la formation sanitaire parce qu'il a de la fièvre ou de la toux, l'agent de santé se doit de regarder ou de demander à la maman si l'enfant a tous ses vaccins à jour. Et si ce n'est pas le cas, donc à ce moment, c'est une opportunité de vacciner l'enfant avant qu'il reparte chez vous. Donc sur cette diapositive, ce sont des résultats d'une étude qui a montré qu'en fait, sur un total de 611 enfants, donc 82 étaient éligibles à la vaccination et simplement 23% ont été vaccinés. Hein? Donc ça se reflète ici sur cette image et c'est donc ce qu'on appelle des occasions manquées. Alors, les différentes raisons qui ont été présentées. Alors, les enfants qui se sont présentés pour la vaccination, c'est parce que bon, il n'y avait pas de vaccin à ce jour-là. Il y avait peut-être des vaccins, mais il n'y avait pas des seringues ou d'autres fournitures pour pouvoir administrer le vaccin. L'autre question, c'était par rapport aux enfants qui se sont présentés pour une consultation médicale, hein, soit pour une consultation de routine, soit parce qu'il était malade. Et comme le vaccin n'était pas le but de la visite, bon, ben, il n'a pas été vacciné. Le personnel de santé n'a pas posé la question ou ce jour-là, ben, le cabinet qui offre la vaccination, par exemple, était fermé. Ou alors parce que encore le jour où la personne s'est présentée au centre de santé, ce n'était pas le jour de la vaccination. Donc, vous pouvez voir que là, c'est tout ce qui a trait avec des problèmes d'organisation et de gestion du système de santé. Alors, ici, juste pour résumer un peu ce que je venais de dire. Donc, la vaccination, elle se déroule selon un calendrier avec plusieurs points de contact hein, qui se chevauchent avec d'autres interventions pour les mêmes populations cibles. Donc, un enfant de 1 an qui se rend qui va au centre de santé pour faire sa dose de l'ETP, par exemple, il aura une supplémentation en vitamine A ou alors il aura du mébendazole. En fait qu'on ait une couverture de vaccination élevée, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça a été une opportunité de dire s'ils ont une bonne couverture, peut-être que si on administre une autre intervention, ça pourra donc on pourra augmenter la couverture. Alors, les enfants vont au centre de santé, mais souvent, ils n'y vont pas seuls. Hein. Ils y vont avec un accompagnateur, soit leur maman, ça peut être leur papa. Donc, ça peut être une opportunité aussi que ces personnes qui accompagnent l'enfant puissent aussi être consultées. On puisse leur offrir d'autres services, par exemple la planification familiale ou le dépistage du VIH. Comme je le disais, bon, intégrer la vaccination permet de réduire les occasions manquées. Et aussi, le fait d'utiliser donc, les différentes plateformes, donc on pourra administrer ou offrir les vaccins le long du cycle de la vie. Merci Daisy Trovoada. Je vous propose de se tourner maintenant vers quelques questions. Nous avons donc une question qui a recueilli 12 votes de Thomas Boloki-Kassima qui demande la vaccination tout au long de la vie se fera-t-elle en routine ou bien tient-on compte des AVS? Excusez-moi, les AVS, qu'est-ce que c'est? Les activités de vaccination supplémentaires. Je peux répondre à cette question? Ok, d'accord. Je vais répondre à cette question-là. En fait, quand on parle de la vaccination tout au long de la vie, c'est dans la routine. Et comme l'a dit Daisy, c'est déjà prévu, depuis qu'on parle du plan d'action mondial sur les vaccins, ce plan d'action mondial avait prévu effectivement que les pays étendent la cible de vaccination, ne pas se concentrer seulement sur le moins d'1 an,
mais d'aller tout au long de la vie, exactement comme l'a expliqué Daisy, et que pendant qu'on fait cette vaccination, qu'on utilise toutes les opportunités des gens qui viennent dans les formations sanitaires pour donner d'autres interventions. La maman ne va pas venir pour la vaccination et elle rentre alors qu'on peut lui donner, l'enfant à l'âge pour avoir la vitamine A, la maman même à l'âge peut avoir une moustiquaire et ainsi de suite. Donc, c'est un peu pour favoriser toutes ces intégrations. Donc, l'intégration dont nous parlons ici, c'est la routine. Et effectivement, il faut la faire tout au long de la vie. J'ai également vu des questions qui parlent de... on a du mal à atteindre les enfants de moins d'un an, comment on va faire tout au long de la vie. Tout ça dépend des politiques des pays et des moyens. Donc, nos pays, nos États, certains de nos États qui n'ont pas suffisamment de moyens ont mis la vaccination gratuite jusqu'à l'âge de 1 an. De plus en plus, on est en train d'avancer vers 18 mois avec la deuxième dose de rougeole. Il y a des pays qui vont jusqu'à 5 ans, surtout les pays d'Afrique australe. Donc, petit à petit, on avance. Il y a des pays qui vaccinent jusqu'à 65 ans, comme l'île Maurice. Donc, on avance petit à petit. Ça dépend des moyens des États. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. À vous. Merci beaucoup, Blanche-Ania. On va peut-être poser la question à Thomas Boloki-Kassima s'il arrive à activer son micro. Thomas, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un petit peu pour vous présenter, nous expliquer est-ce que vous avez eu la réponse satisfaisante et quel est le contexte dans lequel vous travaillez? Mais il me semble que non, votre micro ne s'ouvre pas, donc il faudra, si possible, si vous souhaitez participer dans ces webinaires interactifs, il faudra que chacun s'assure du bon fonctionnement de son micro. Une autre question, donc, c'est celle de Hassan Ben Bachir. L'intégration de la vaccination aux autres interventions est-elle possible dans un contexte de verticalité de gestion des programmes de santé? Donc là, on va voir si Hassan Ben Bachir est en mesure, lui, de nous expliquer dans quel contexte, lui, il travaille et pourquoi il pose cette question. Hassan Ben Bachir, est-ce que... Donc là, j'ai activé votre micro, mais c'est maintenant à vous de l'ouvrir pour qu'on puisse vous entendre. Oui, Hassan Ben Bachir, bonjour et bienvenue. Bonjour, docteur Reda, bonsoir à toute l'assistance. Alors, dites-nous, présentez-vous et quel est le sens de votre question par rapport à votre travail à vous, avant qu'on se tourne vers Daisy et les autres présentatrices pour apporter des éléments de réponse. Oui, je suis docteur Hassan Ben Bachir, comme l'a présenté. Je travaille pour le Cameroun, je suis au bureau pays de l'OMS. Je viens en appui au programme de vaccination. Le contexte de ma question vient tout simplement de la structuration de notre système de santé avec les programmes de santé qui sont structurés même de part de niveau national où chaque programme a ses responsables. Il n'y a pas d'instance de coordination entre ces différents programmes et chacune mène ses interventions, les planifie, les organise et les mène avec le niveau opérationnel, certes, qui est où on a fait un seul acteur. Mais il faut dire que cette planification-là, à partir du niveau central, peut-être devrait intégrer des aspects de coordination des différents programmes, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de nos pays. C'est dans ce contexte que je me demande, est-ce que le service de vaccination, qui est une entité, qui a un programme à part, peut-être va facilement intégrer l'aspect vaccination le long de la vie et intégration des autres services, tant qu'elle planifie ses activités toute seule et que les autres programmes aussi en font de même. Merci. Merci Hassan Ben Bachir. Je me tourne maintenant donc vers Daisy Trovoada et Blanche Philomène Melanga Ania. Oui, je vais peut-être laisser à Blanche l'opportunité de répondre. J'ai ma propre idée là-dessus, mais bon. Comment? D'accord. Oui, je vais répondre. Merci, Daisy. Et Blanche, je vais vous demander aussi si vous pouvez vous rapprocher de votre micro et parler très fort. On a un petit peu du mal à vous entendre. OK. C'est mieux maintenant? Oui, on vous écoute. OK. OK. Merci à Dr Bachir, que je connais bien. En fait, ce que je veux dire, pour l'intégration, effectivement, il faut qu'il y ait la coordination au niveau central. C'est pas mauvais que les programmes soient verticaux au niveau central.
parce qu'il faut qu'il y ait une planification, mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait des mécanismes de coordination pour que les programmes qui veulent travailler ensemble, qui doivent travailler ensemble, planifient au niveau central ensemble. Mais l'intégration se passe au niveau opérationnel. Ça demande donc qu'il y ait une bonne coordination au niveau central. Et cette coordination peut se faire lors des mécanismes de lors des activités de planification. Par exemple, il y a des exemples qui sont déjà là, on peut bâtir sur ces exemples. Il y a de très bons exemples avec l'intégration de la vitamine A, du déparasitage, avec les programmes spécifiques au niveau central, qui ont travaillé ensemble et ça se répercute au niveau du terrain. Donc, on peut utiliser ces exemples qui marchent bien pour pouvoir avancer. On a également l'intégration dans le temps de la vaccination avec la distribution des moustiquaires imprégnés. Tout ça, là, ça se passe bien sur le terrain si la planification est bien faite en amont au niveau central. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est difficile, mais c'est un exercice à faire, de s'assurer qu'il y a une bonne coordination au niveau national pour que l'activité puisse bien se mener sur le terrain. Donc, le défi, c'est le niveau central, le niveau régional, parce qu'en général, au niveau opérationnel, les activités sont plus ou moins intégrées, c'est le même acteur. Mais le défi, c'est la coordination plus haut. Merci Blanche. Alors, une question de Debon-Bonza Mwimbi qui dit l'intégration est-elle à sens unique, c'est-à-dire profiter des services de vaccination pour offrir les autres interventions, ou à double sens, c'est-à-dire profiter également des autres interventions pour offrir les activités de vaccination? Je dirais que c'est à double sens. Et en fait, je prendrais, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question connaît la stratégie PCINE ou IMCA en anglais, qui est la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et justement, le mot-clé, c'est la prise en charge intégrée. Donc, tout enfant qui se présente dans une formation sanitaire parce qu'il a de la fièvre, parce qu'il a une toux ou il a quelconque problème de santé, il ne peut pas repartir chez lui sans que l'agent de santé ait vérifié son carnet de vaccination et s'assurer que cet enfant, il a tous les vaccins requis pour l'âge qu'il a. Donc, c'est une occasion où l'enfant va pour un autre problème et on saisit cette opportunité pour vérifier son carnet de vaccination et lui administrer tous les vaccins dont il a besoin. Merci. Alors, Nicole Kenfak rajoute à commenter cette question de Debon-Bonza Mwimbi pour dire cette question est pertinente, surtout que dans notre contexte, on profite plus des services de vaccination pour offrir les autres services, mais l'inverse n'est presque jamais possible, selon elle. Des commentaires par rapport à cette distinction, Daisy ou Blanche? Moi, je poserais la question de savoir pourquoi. Si elle peut nous expliquer pourquoi. Oui. Très sans doute lié à un contexte particulier. Je regarde donc je regarde l'horloge et je vais donc passer à la prochaine question avec Draman Semde qui demande donc dans notre pays la vaccination est gratuite jusqu'à l'âge de 15-18 mois. Comment cette intégration pourrait se faire? Donc j'entends une question très pratico-pratique alors que d'autres vaccins, eux, ne sont pas gratuits. Est-ce qu'il y a déjà une recommandation sur comment faire par rapport à cette question-là? Je vais laisser la parole à mes collègues de la vaccination. J'avais déjà répondu à ça. J'ai dit que ça dépend de la politique du pays. Oui. Il y a des pays qui ont des politiques et des moyens dont les pays disposent. Parce que tous les pays ne sont pas au même niveau de développement. Donc, pour le moment, la plupart des pays qui sont à la deuxième dose de rougeole s'arrêtent à la vaccination gratuite jusqu'à 18 mois. Après, c'est payant. Mais il y a des pays qui sont un peu plus développés, qui ont mis plus de moyens. J'ai donné l'exemple de certains pays d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'île Maurice et tout ça. Ce sont des pays qui ont une politique de vaccination gratuite jusqu'à la personne âgée. Donc là-bas, c'est déjà intégré dans leur politique. Donc toutes ces politiques, tout dépend des moyens. Il faut que le pays soit capable de pouvoir acheter les vaccins et offrir gratuitement à la population, ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays, puisque beaucoup ont déjà du mal à offrir les vaccins qui vont jusqu'à 18 mois.
Donc, toutes ces politiques-là doivent encore être développées et être liées aux moyens dont dispose le pays. Et je voulais embrayer rapidement sur la question de l'intégration à sens unique. Autant on doit utiliser l'opportunité où la maman vient à la formation sanitaire avec son enfant pour se faire vacciner, pour qu'on check également si la maman a besoin de certaines interventions. Autant la maman qui vient pour la consultation prénatale avec un enfant dans le dos, autant on doit regarder l'enfant qui est dans le dos ou qu'elle tient par la main si ces enfants sont vaccinés. Donc, c'est au double sens, c'est-à-dire celle qui vient pour la vaccination ou bien celle qui vient pour un autre service de vaccination ou bien n'importe quelle personne qui vient pour un autre service qui est accompagnée d'un enfant. Et souvent, on ne regarde pas si cet enfant-là est vacciné ou pas. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de l'intégration à double sens. À vous. D'accord. Merci beaucoup, Blanche Ania. On va donc retourner vers Daisy Trovoada pour poursuivre avec sa présentation, sachant qu'on va devoir être efficace et économe par rapport aux 10 minutes qui nous restent pour ce webinaire. Ça va aller très vite. Merci beaucoup. Alors, ici, c'est un exemple d'intégration, mais bon, j'en ai déjà parlé, le vaccin contre le virus papilloma humain au niveau de la santé des adolescents. Et là, vous pouvez voir les interventions de santé qui peuvent être administrées à l'occasion donc de cette vaccination. Donc, par exemple, le dépistage oculaire, les anti-helminthiques ou les distributions de moustiquaires, la supplémentation en fer. On sait par exemple que l'anémie est très fréquente et importante chez les jeunes adolescents dans notre sous-région. Donc, c'est vraiment une opportunité de faire une supplémentation en fer et en acide. On peut faire aussi des activités de promotion comme l'exercice physique, l'éducation en matière d'hygiène menstruelle, etc. C'est aussi une opportunité d'administrer des doses complémentaires de vaccins comme l'antitétanique, sans lesquelles, en fait, ces vaccins sont administrés à la naissance ou un peu plus tôt dans l'enfance. Et il y a besoin, ou s'il y a eu des opportunités manquées à ce moment-là, ou s'il faut des doses de renfort, c'est vraiment maintenant, à l'âge de l'adolescence, c'est une occasion de le faire. Donc ça, c'est important. L'autre chose, ce qu'on a vu aussi, que le fait d'intégrer des interventions pouvait réduire des coûts, en fait. Et là, c'est l'exemple du Laos, où on a intégré le déparasitage à une campagne de vaccination et on a pu voir en fait une de pratiquement 10 fois. Hein. Donc, ici, vous avez le coût d'une campagne de déparasitage simple à 0,23 et la campagne intégrée, donc, vous la retrouvez à 0,03. Donc, en fait, le coût pour une personne a été pratiquement divisé par 10. Alors, qu'est-ce qu'on sait en fait de l'intervention? Il y a eu pas mal d'études, il y a des données probantes qui sont disponibles, d'accord? Et je pense que vous pourrez avoir accès à ces différents documents. Je pense que Reda après pourra vous en parler. Alors là, maintenant, ce sont des modèles de prestation de services. Donc, en fait, vous avez des prestations combinées avec les services de routine, mais vous pouvez avoir aussi, c'est-à-dire, comme on expliquait tout à l'heure, vous utilisez un contact de routine pour une autre intervention dans le même établissement et le même jour, et donc pour proposer la vaccination. La prestation d'un seul service de routine et des activités de sensibilisation ou de dépistage et la prestation de campagnes combinées. Alors ça s'est vu aussi dans pas mal de pays où on fait des campagnes, des semaines de santé de l'enfant ou carrément des semaines de santé. Et c'est donc l'opportunité d'offrir différents services. Ici, vous avez un tableau qui vous montre les différentes interventions qui sont proposées
avec la vaccination. Et ici, vous aurez donc les exemples des pays où en fait ça s'est fait. Hein, donc, vous pouvez voir les différents types d'interventions. Il y a même au niveau de l'Afrique du Sud et du Nigeria, il y a le dépistage auditif. Et assez intéressant aussi, c'est des interventions sur l'eau. Hein. On sait que l'eau a un lien direct avec les maladies diarrhéiques, hein, pour lesquelles il existe donc des vaccins. Et si on peut administrer ou mettre en œuvre des interventions liées à la prévention de ces maladies, en plus de la vaccination, c'est un plus. Alors, en ce qui concerne les leçons pour la mise en œuvre, donc il faut savoir que bon, il y a des défis multiples par rapport à l'approvisionnement. Donc, on a vu par exemple dans les opportunités manquées tout à l'heure que l'une des raisons, c'est parce qu'il y avait des ruptures de stock de certains matériels ou que les vaccins n'étaient pas disponibles. Il y a aussi la question, souvent on rencontre je dirais une méfiance entre guillemets des agents de santé ou des programmes de vaccination parce que bon, on crée une surcharge de travail. L'autre chose aussi, bon, il ne faut pas penser que l'intégration va résoudre tous les problèmes. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, c'est qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention le contexte et comment est-ce qu'on va faire ça, parce que l'intégration, ok, l'intégration des services, c'est bien, mais ça sous-entend aussi toute une autre série d'éléments à prendre en compte. On parle de la planification, des ressources et de l'acceptation. Donc ça, c'est tout ce qui va aider à favoriser l'intégration. Donc ça pourrait être un succès ou au contraire un problème en fonction de ces éléments si on ne prend pas bien en compte. Donc l'intégration spécifique au contexte et au pays. Donc, comme je disais, n'intégrez pas de services sensibles ou chronophages dans vos campagnes. Hein. C'est-à-dire, si ça va prendre trop d'argent ou trop de temps, c'est des aspects qu'il faut regarder. Il faut prendre en compte aussi la stigmatisation sociale avec Daisy Trovoada, en tout cas pour ma part, je ne vous entends plus. Je sais pas si... Oui, dans le cas, par voilà, exemple, vous êtes de du retour. VIH, il peut y avoir besoin d'activités, oui. Et il peut y avoir besoin donc d'activités supplémentaires ou de personnel spécialisé. Ça, c'est surtout dans le contexte lorsqu'on fait des campagnes. Et sinon, il faut faire nécessairement le suivi et l'évaluation des résultats. Alors ici, c'est juste pour vous montrer les bénéfices et risques potentiels. D'accord? Donc, ça peut être une opportunité pour augmenter une autre intervention, une nouvelle intervention. Donc, améliorer l'efficacité du système. On a vu par exemple qu'au Laos, ça avait permis de réduire des coûts. L'amélioration de la satisfaction de l'utilisateur. Bon, il y a eu des données qui ont montré que les personnes qui venaient et qui avaient accès à ces services intégrés étaient contentes parce que bon, ça répondait à leurs besoins. Et quelquefois aussi, c'est parce que bon, en une fois, elle vient à la formation sanitaire et elle reçoit des multiples services. Donc, une grande satisfaction. Et ça permet aussi, on a vu qu'il y avait une augmentation de la demande à cette occasion, en réduisant également les occasions manquées. Alors, quels sont les risques? Ça peut avoir un impact négatif sur les taux de couverture ou au niveau de l'équité. La question de la qualité, parce que bon, le travailleur, l'agent de santé peut se retrouver surchargé, avoir moins de temps, donc faire la prestation des services
avec une moindre qualité. Ensuite, là encore, ça peut être des questions de, bon, parce que la personne qui doit, en plus de la vaccination, offrir d'autres services, n'a pas les compétences récives, ne se sent pas en mesure de fournir le service. Donc ça, c'est un risque dont il faut tenir compte. Et l'aspect de stigmatisation des services qui peut aussi se poser. Donc là, maintenant, c'est la planification. Désolée, Blanche, je te laisse très peu de temps, mais je vais passer la parole à Blanche. Ok, juste un point d'ordre pour les participants. On vous remercie bien sûr de votre attention jusqu'ici. Ce webinaire, donc sa durée est en principe prévue pour 60 minutes. Si l'ensemble des présentatrices sont disposées à le faire, bien sûr, on est ravis de prolonger ce webinaire dans la mesure et on comprend également si pour certains participants, sachant tout ce qui avait été annoncé était une durée de 60 minutes. Si vous êtes dans l'obligation de partir, bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, si vous pouvez rester, ça vous permettra donc d'obtenir l'ensemble des informations qui ont été préparées par les présentatrices de ce jour. Merci à vous. Alors, les considérations clés avant d'intégrer la vaccination à d'autres interventions, je vais demander à Blanche. OK, merci Daisy. Je pense qu'on va... Blanche, je vais de nouveau vous demander de vous rapprocher de votre micro et de parler très fort. Wow. Comme on l'avait fait. Oui. Est-ce que ça va? Je vais essayer d'augmenter le volume. Peut-être que le volume... Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Oui, allons-y. Oui. D'accord. Donc, les considérations, il y a un certain nombre de considérations dont il faut tenir compte avant de mener l'intégration. Et un certain nombre d'entre elles sont résumées dans le tableau que nous voyons devant nous. Il y a des considérations concernant l'intégration des services et il y a des considérations également concernant le contexte du système de santé. Et dans ces considérations qui concernent l'intervention, il faut surtout regarder quel est le groupe cible. Est-ce que nous avons des groupes cibles similaires? C'est souvent assez difficile d'intégrer quand on a des groupes cibles divergents. Il y a parfois, vous avez si je prends l'exemple de campagne que nous menons très souvent, si vous avez une cible de 1 à 5 ans et une autre cible de 1 à 29 ans, ça devient parfois un peu compliqué d'intégrer. Donc, c'est souvent plus facile quand vous avez la même cible. Il y a également le calendrier et la fréquence. Si vous devez donner des choses qui se donnent à des groupes cibles différents, il y a des intervalles différents, ça aussi c'est difficile. Il y a également les critères logistiques dont il faut tenir compte. Très souvent, quand on fait des campagnes, par exemple, avec les moustiquaires qui sont très volumineux, ça aussi souvent ça crée des problèmes parce que c'est tellement volumineux, il faut des grandes quantités de volume. Et parfois, il y avait des ruptures de moustiquaires alors que les autres intrants, les injections ou les comprimés de vitamines ont été disponibles, donc ça créait des frustrations. Donc tout ça là, il faut être sûr qu'on a une bonne logistique quand on veut faire ce genre d'intégration. Il faut également regarder l'acceptabilité. On ne peut pas combiner des interventions qui sont divergentes, c'est-à-dire où le public n'adhère pas. Donc, il y a des interventions où le public adhère plus que d'autres. Maintenant, si vous combinez une intervention qui va avoir un effet négatif sur votre intervention, ça crée des problèmes également. Et puis, il faut voir les compétences du personnel de santé. Parce que si ça demande, si le personnel, vous allez former, mais vraiment, il ne va pas tout à fait maîtriser, ça aussi, c'est un autre problème. Et maintenant, concernant le système de santé, il faut être sûr que vous avez l'engagement au plus haut niveau, que les autorités nationales sont d'accord et qu'ils appuient ces interventions et que vous avez le soutien financier et logistique. Bon, j'ai vu des questions dans le Q&A où les gens disaient que souvent, c'est un programme. Le défi qu'il y a souvent, c'est qu'il y a un programme qui a des ressources et puis l'autre dit qu'il vient se coller à l'autre programme. Ça peut aller. Mais il faudrait voir comment est-ce que vous avez planifié ensemble. Est-ce que les ressources que vous mettez ensemble, même si vous n'avez pas assez, quand le peu de ressources que vous avez, est-ce que ça vous permet de mener l'activité à bien? Il faut également voir au niveau des structures de soins.
est-ce que le personnel que vous avez au niveau opérationnel est capable de faire cette intégration? Il faut faire l'intégration, mais dans la limite du personnel que vous avez au niveau de vos structures de soins. Si vous surchargez le paquet d'interventions que vous allez donner, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Donc, il faut avoir, comme disent les anglo-saxons, the right balance. Quelle est la bonne balance des interventions qu'on va introduire? Et puis, il faut s'assurer qu'on a formé les agents pour qu'ils soient multifonctions. Et qu'on ne dit pas, quand on intègre, par exemple, les vaccinations avec la vitamine A, on dit, bon, le PEV va donner tel pour l'agent. Pardon. Le programme de la nutrition pour la vitamine A va donner tel. Donc, comment est-ce qu'on met toutes ces ressources ensemble pour qu'on donne un seul montant pour que l'agent puisse faire les deux activités? Parce que l'intégration est aussi une façon d'économiser des ressources aussi, tout en obtenant la couverture élevée pour les 2 ou 3 interventions qu'on met ensemble. Je peux aller à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, s'agissant des ressources dont vous aurez besoin, il y a un facteur qui est très important, c'est le temps qu'utilise l'agent de santé pour mener les interventions. Donc ça, c'est un facteur également à prendre en compte. Souvent, on intègre des activités et on ne regarde pas le temps que l'agent de santé va mettre pour donner cette intervention. Il faut savoir que si vous intégrez des interventions qui ont des délais d'administration longs, ça va allonger le temps. Et si vous avez prévu une campagne qui, normalement, avec une seule intervention, se fait en 2 jours, peut-être en ajoutant une intervention qui prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a essayé, il y a eu cette étude qui est sur le tableau-là, qui a essayé d'estimer un peu la durée moyenne des interventions. Alors, si vous combinez des interventions qui prennent trop de temps, vous allez être obligé de rallonger la durée de votre campagne. Donc, il faut savoir avoir tous ces aspects à l'esprit. Ensuite, la slide suivante. Il y a des questions qui ont été posées au personnel sanitaire pour savoir un peu est-ce qu'il est acceptable, quelle est l'acceptabilité de l'intervention. Il y a un certain nombre de commentaires là-bas. Par exemple, si je prends une mère du Cameroun qui dit si les services sont combinés en une journée, le reste de la journée sera utilisé pour faire d'autres activités. Ça c'est les avantages. Et au Mali également, l'avantage est que les mères aiment les moustiquaires pour berceau. Avant, si l'on demandait à une mère de revenir en 9 mois, il y en avait qui ne revenaient pas. Donc, en 9 mois, les femmes le savent très bien, on leur donne une moustiquaire pour le berceau et elles ne veulent pas manquer ça. Donc, il y a tous ces témoignages-là qui peuvent vous aider également en fonction de votre contexte à pouvoir planifier l'intégration. Suivant. Maintenant, dans le cadre de l'intégration, il y a une liste de vérification qui est là, dont il faut tenir compte. Donc, je ne vais pas aller en détail, je vais juste donner les grandes lignes. Vous pouvez voir les préoccupations clés. Il faut voir un peu quels sont les avantages. Est-ce que les interventions proposées, il y a un soutien de haut niveau parce que vous n'allez pas proposer des interventions alors que au niveau politique, ils ne sont pas d'accord. Donc, ce sont des choses qui doivent d'abord se négocier au plus haut niveau. Il y a le contexte. Est-ce qu'il vraiment, selon le contexte local, est-ce que ça se justifie? Il y a la compatibilité, on en a parlé tout à l'heure. Il faut que les services soient effectivement compatibles et pas que ça puisse se chevaucher. Il y a également la faisabilité. Est-ce que le système de santé peut supporter cela? Est-ce qu'on peut... Il y a des moments où les gens proposent 4, 5, 6 interventions et alors que parfois on a un seul agent de santé au niveau opérationnel ou bien même si on prend le nombre d'équipes, on ne met pas le nombre d'équipes adéquat si c'est une campagne pour donner ces interventions. Donc, il faut être conséquent. Et quand on surcharge les interventions, finalement, on arrive à peut-être une mauvaise qualité ou bien on n'atteint pas la couverture qui était escomptée. Il faut également explorer l'acceptabilité. Très souvent, on a constaté que quand on fait les campagnes de vaccination et qu'on ajoute des interventions comme la vitamine A, le déparasitage, le moustiquaire imprégné, ce sont des choses qui sont très facilement acceptées par la population. Donc, il faudrait voir de ne pas mettre des interventions qui sont antagonistes. Il faut également voir des problèmes d'équité. Parce que quand on met des interventions, il faut s'assurer que toute la population va avoir, toute la logistique nécessaire doit être mise en place pour qu'on ne se retrouve pas avec des ruptures d'un intrant alors que l'autre intrant est là.
Et donc, ça fait qu'il y a une mauvaise planification et tout le monde ne reçoit pas. Et puis, il y a la responsabilité des stratégies de suivi, évaluation. Il faut mettre en place un mécanisme qui va permettre de monitorer est-ce qu'on a, pour évaluer comment est-ce que l'intervention s'est passée et quelles sont les leçons tirées pour améliorer la prochaine fois. Donc, je pense que ça, c'est globalement tout ce qui concerne la planification de la prestation intégrée. Maintenant, il y a quelques conseils sur le développement de votre projet. Et dans ce développement-là, vous avez donc la partie 1 où on vous demande de lire le guide. Et dans le guide, vous lisez les différents chapitres. Et après, maintenant, vous vous concentrez sur votre propre contexte. Dans votre pays, vous essayez de comprendre le calendrier national de vaccination. Quelles sont les interventions qui sont réalisées ou mentionnées pendant les visites de vaccination du système de santé? Est-ce qu'il y a des différences probables entre les régions rurales et urbaines? Donc voilà, ça c'est déjà la première partie de votre projet. Commencez à y réfléchir. N'oubliez pas que les projets doivent être soumis à temps. Maintenant, quand vous arrivez à la partie 2, vous choisissez soit la prestation des services intégrés. Ça, c'est l'option qui vous est recommandée et qui est privilégiée. Et là, vous allez choisir la plateforme de prestation pour concentrer vos efforts. Vous pouvez choisir, par exemple, les adolescents. Vous pouvez choisir la santé des adolescents. Et dans la santé pour les adolescents, il y a un certain nombre de services qui sont recommandés, le HPV, le conseil aux adolescents, ainsi de suite. Il y a la deuxième année de vie, qui est l'une des plateformes qui est vraiment aussi large que celle des adolescents, où vous avez la rougeole et puis d'autres interventions. Et vous pouvez également choisir une ou plusieurs interventions que vous pouvez ajouter dans l'intervention que vous allez proposer. L'autre option, ça peut être une campagne intégrée. Donc, vous avez peut-être une campagne qui est planifiée dans votre contexte et au cours de laquelle vous pensez qu'il y a des interventions qui vont être intégrées. Ou alors, vous pouvez également penser à des systèmes de santé intégrés. Est-ce que ce sera la supervision formative? Est-ce que ce sera le suivi, l'évaluation, la chaîne du froid? Donc, plus c'est, comment dire ça? Ici, c'est plus complexe. Donc, on vous propose l'option 1 ou 2 qui semble un peu plus abordable. Suivant. Alors, au niveau du système de santé, votre projet pourrait être au niveau national, au niveau régional ou de district, ou même de la formation sanitaire, selon votre expérience ou votre accès aux données. Donc, vous avez le choix entre ces différents aspects-là. Et suivant. Alors, la partie 3, vous devez utiliser les parties pertinentes du guide. Le guide que vous avez, qui vous a été partagé longuement, le guide Travailler ensemble. Donc, vous utilisez le chapitre 5 pour vous aider à identifier les avantages et les risques potentiels. Le chapitre 4 pour vous aider à planifier le programme intégré de vaccination. Le chapitre 6 pour élaborer le plan de suivi et évaluation. Et l'annexe du guide Travailler ensemble pour vous renseigner sur les services qui peuvent être intégrés à la vaccination. Il ne faudra pas oublier que d'autres services qui ne sont pas inclus dans le guide peuvent être aussi intégrés à la vaccination. Nous avons par exemple, je sais que Jaurès s'est connecté, à Madagascar, ils ont de très bons exemples d'intégration pendant les semaines mères et enfants, où ils ont beaucoup d'interventions, même ceux qui ne sont pas liés à la vaccination, et ça se passe très bien. Je pense que Jaurès pourra partager avec les autres. Ils ont une très bonne expérience là-bas. Donc, il y a les ressources clés que vous avez à la page 71 et puis vous avez, voilà le guide qui est là et vous avez d'autres documents de référence également. C'est bon? Donc, tous les documents de référence sont mentionnés là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. À vous. Alors, merci beaucoup, Blanche-Ania. Il y a effectivement, donc je remercie déjà, j'ai déjà mis un petit message dans le chat, je remercie donc quasiment tout le monde a réussi à rester au-delà du temps qui était prévu. Donc, je vous remercie pour cet engagement. Je m'excuse vraiment pour le retard pris. Et je vous donne donc rendez-vous puisque
nous irons donc demain. Je vais vous partager donc le diapositive le plus pertinent. Donc demain, nous partirons donc sur cette thématique de la vaccination en milieu urbain. Donc ce sera avec Blanche Ania. Et il s'agit donc d'un guide, d'un manuel à l'intention des personnes qui souhaitent remédier aux inégalités de couverture vaccinale en milieu urbain. Donc c'est à la même heure, c'est demain. On vous remercie d'avoir été présent. On va essayer de faire mieux par rapport au temps disponible. Et surtout, bien sûr, je tiens à remercier Daisy Trovoada, Blanche Ania ainsi que Nora Nick Locklane qui a dû également partir. On vous donne rendez-vous. L'enregistrement sera, comme d'habitude, mis à votre disposition dans les 24 à 48 heures qui viennent. Et je remercie particulièrement Blanche donc, d'avoir partagé des conseils qui seront précieux pour ceux parmi vous qui sont des apprenants dans la formation sur ce thème et qui peut-être ont déjà choisi qu'ils souhaitent travailler sur cette thématique de l'intégration pour leur projet de cours. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous salue chaleureusement donc, depuis Genève en Suisse avec Alain Blaise-Tatsinku et Palen Fodraman donc, de l'équipe Scholar. Nous vous retrouvons demain et merci à Daisy Trovoada, notre présentatrice principale, ainsi que Blanche Philomène Melanga Ania. À très bientôt donc. Merci bien. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde.